Donc finalement, on va céder la parole à la première excellente conférencière pour nous parler de l'hétérogénéité des apnées du sommeil et leur relation avec les maladies cardiovasculaires. À toi la parole, Laïla. Merci beaucoup. Donc on va démarrer. C'est bon. J'aurais juste à faire défiler de cette manière. Très bien. Donc, bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette très belle rencontre, à ce très beau congrès. Et on m'a confié la tâche de vous parler de l'hétérogénéité des apnées, du sommeil et des maladies cardiovasculaires. Alors, hétérogénéité des apnées au cours du sommeil, ça veut dire qu'on s'attaque pas qu'aux apnées. Merci. Donc on s'attaque pas qu'aux apnées. On va s'attaquer aux événements respiratoires dans leur globalité. Déjà, hétérogénéité et apnée. Apnée, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des natures des apnées, donc vous connaissez obstructive, centrale, mixte, les hypopnées obstructives centrales, désaturantes, non désaturantes, éveillantes, les RERA avec les fameux micro-éveils, et leur rapport avec les efforts respiratoires, les limitations de débit, etc. Donc, c'est déjà, de par l'intitulé, très hétérogène en termes d'événements respiratoires. Et vous comprenez que c'est un sujet où il n'y a pas vraiment de gros liens d'intérêt. Hein. J'ai pas du tout de lien d'intérêt. Alors, cette hétérogénéité des apnées, comme on vient d'en parler, finalement, ils vont scinder deux types de syndrome d'apnée. Syndrome d'apnée obstructif et syndrome d'apnée centrale. Et entre les deux, le coexistant. Et vous allez voir que nos patients porteurs de maladies cardiovasculaires, ces maladies cardiovasculaires ont rapport avec les événements respiratoires au cours du sommeil, vont passer du syndrome d'apnée obstructive vers le SAS central. Et entre les deux, les coexistants. Et c'est à nous, praticiens, de savoir venir au bon moment. On vous dira dès maintenant qu'il faut venir tôt quand on est dans l'obstructif. Donc il faut venir tôt pour être dans le dépistage et ne pas récolter les complications cardiovasculaires. Alors, vif du sujet, maintenant les troubles respiratoires du sommeil représentés par le SAS, non seulement réduisent la qualité de vie, mais ils contribuent également au développement de multiples pathologies cardiovasculaires. Ceci a été clairement annoncé par l'association américaine de cardiologie, et ceci depuis 2021. C'est le 8e élément, les troubles du sommeil, c'est le 8e élément essentiel à la vie, en termes de qualité de vie, mais également en termes de développement de pathologies cardiovasculaires. Voilà. Donc, nos amis cardiologues aussi étaient pionniers dès le début, depuis 2012. Ils avaient inclus le syndrome d'apnée de sommeil dans la liste des pathologies qui augmentent le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, apnéique, vous y allez. Vous êtes obligé d'aller chercher, fuiner, s'il a déjà des complications cardiovasculaires. Et c'est des recommandations de classe 2 avec un niveau de preuve A. Voilà, donc voyons l'ampleur de ce syndrome d'apnée de sommeil. L'ampleur du syndrome d'apnée de sommeil, obstructif en l'occurrence, eh bien, tenez-vous bien, il y a 1 milliard quand même de patients dans le monde qui portent le syndrome d'apnée de sommeil. Et la prévalence va vers la gente masculine, ils sont entre 20 et 30%. Donc vous imaginez l'impact
vous allez imaginer, mais il y a quand même de la littérature derrière, sans trop d'imagination. Quand on voit cette étude de Pauline Belani sur la prévalence du syndrome d'apnée de sommeil et son association avec les événements cardiovasculaires, on voit bien que la prévalence du SAS est de l'ordre de 17% de la population générale, et que on fouinant un petit peu sur ces participants, on trouve que la prévalence de l'hypertension artérielle chez les apnéiques est de loin beaucoup plus importante que dans la population non apnéique, 56 versus 8,4%. Cette étude a permis de suivre ces patients-là. Ils ont vu que l'évolution de ces patients est grevée par l'apparition de complications cardiovasculaires, IDM, accidents vasculaires, beaucoup plus que dans la population où il n'y a pas de SAS, 1,1% versus 0,3%. Et que ceci reste valable avec l'ajustement entre âge et genre, ce qui est extrêmement important. Pour les Américains, l'Association américaine de cardiologie, eh ben, le SAS est là. Sur les maladies cardiovasculaires, partant de l'hypertension, la maladie coronaire, la fibrillation auriculaire, l'accident vasculaire, l'insuffisance cardiaque, ben, entre 40 et 80% de ces patients sont porteurs de SAS. Imaginez un petit peu la tâche qu'on a pour farfouiller dans tout ça. Et puis, les exemples se multiplient et les prévalences vont à des chiffres qui nous paraissent un peu bizarres. 80% de patients porteurs d'hypertension artérielle résistante sont porteurs de SAS. Et bien là, tout le monde sait que quand on est devant une HTA résistante, on est dans notre devoir et la sur des recommandations d'aller chercher le syndrome d'apnée de sommeil. C'est une obligation. C'est des recommandations claires. Voilà. Donc, vous avez compris qu'on a une hétérogénéité, qu'on est en devoir d'aller vérifier pourquoi on a une liaison entre le syndrome d'apnée de sommeil et les maladies cardiovasculaires. Et bien, tout est soutenu par la physiopathologie. La physiopathologie, je vais faire, je ne sais pas moi, 5-6 plaques. Tenez-vous bien, bon, restez vigilants quand même. Alors, la physiopathologie passe d'abord par la fameuse hypoxie intermittente. C'est cette désaturation qui suit un événement respiratoire, qui est importante. Retenez-la parce que cette hypoxie intermittente, et là, elle a beaucoup d'intérêt actuellement. Il y a eu un regain d'intérêt par rapport à ça parce qu'il y a un marqueur extrêmement important des maladies cardiovasculaires qui est l'hypoxie, la charge hypoxique, l'hypoxie burden, qui est actuellement à la une pour évaluer le risque cardiovasculaire chez les patients, chez nos patients apnéiques. Alors cette hypoxie intermittente est génératrice de stress oxydatif, d'une action sur la fonction endothéliale, donc une dysfonction endothéliale. Avec ça, les événements respiratoires sont suivis par des micro-éveils ou de réels éveils qui sont là pour activer le système sympathique, une décharge de catécholamine qui va elle aussi agir sur le volet cardiovasculaire, et bien évidemment le changement de la pression intrathoracique qui va petit à petit. Alors la notion de petit à petit, toutes les nuits, toute la nuit, toutes les nuits, tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, font que tout se cumule, tous ces triggers se cumulent pour finir à donner une altération de la mécanique cardiaque. L'ischémie, la cardiopathie ischémique passe un petit peu par les mêmes mécanismes physiopathologiques. Ajouté à ça, il y a de l'évolution de l'hypertension artérielle, il y a l'augmentation de la post-charge du VG, il y a l'augmentation de la demande myocardique en oxygène qui font que ces gens finissent par faire des complications ischémiques. Chose importante, la fibrillation auriculaire est en grande partie la fibrillation auriculaire intermittente, mais pas que. Il y a également les troubles du rythme systolique, auriculaire, les BAV, qui sont, mais la plus connue, bien sûr, c'est la fibrillation auriculaire. Et tout passe aussi, je ne sais pas si on a un pointeur, tout passe bien sûr par ces étapes. Ça va être alors par des effets immédiats des troubles respiratoires du sommeil. Au milieu, c'est les
Voilà. Les troubles respiratoires également donc en aigu et subaigu, et la chronicité de ces éléments. La chose la plus importante, c'est que ces triggers-là persistent tout le long des années, qui font que les gens vont développer les effets immédiats avec la fluctuation du système nerveux autonome, l'hypoxie intermittente, les altérations de la pression intrathoracique. 2, c'est une action en aigu, en subaigu sur l'oreillette essentiellement, avec une distension auriculaire, avec une réduction, une altération électrophysiologique, une réduction de la période réfractaire efficace auriculaire, des raccourcissements des fenêtres électromagnétiques, une augmentation de la post-dépolarisation retardée et précoce. Tout ceci dans le cadre d'une inflammation systémique accrue et de stress oxydatif. Et en finalité, en chronique, on finit par avoir un remodelage structurel et une fibrose accrue qui explique la vulnérabilité de ces patients aux arythmies. Voilà. Moi, je m'arrête sur ça, sur l'insuffisance cardiaque, car c'est le détour. C'est un détour qui est redoutable pour nous. Dès qu'on arrive à l'insuffisance cardiaque, et vous savez que maintenant la prévalence est augmentée chez les sujets âgés du fait même de vieillissement des populations. On a des 30% quand même de la population qui a une insuffisance cardiaque, donc il faut vraiment faire attention. On aura plein de patients qui vont venir dans l'exploration des troubles respiratoires au cours du sommeil, qui sont porteurs d'insuffisance cardiaque. Il faut qu'on sache faire la différence entre différents éléments. Qu'on va voir tout à l'heure, il faut d'abord avoir cette notion que l'insuffisance cardiaque passe par différentes étapes. Ça passe de l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée ou une fraction d'éjection altérée ou modérément altérée. Et entre ces états d'âme du cœur, de l'insuffisance cardiaque, on va se retrouver avec une hétérogénéité extrême et on doit absolument être vigilant. Pneumo et cardiologues doivent travailler de pair chez ces patients-là pour pouvoir avancer et proposer un volet thérapeutique. Alors, l'hétérogénéité dans l'insuffisance cardiaque, comme vous le voyez ici, on a cette partie, si vous le voyez, en gris, c'est les apnées centrales. Et vous voyez que ces apnées centrales sont majoritaires quand on est dans l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection altérée. Et que si on voit là juste une dysfonction diastolique du VG, cette proportion d'apnée centrale est moindre et qu'on est plus dans le sas obstructif. Donc vous voyez, cette hétérogénéité est extrêmement importante à considérer sur le plan thérapeutique. Malheureusement, on n'a pas le temps pour aborder le volet thérapeutique sans toucher un petit peu à l'âme de cette conférence. Pourquoi je vous montre ça? Ça, par contre, quand on est sur des événements centraux, il a été prouvé que la mortalité est beaucoup plus importante que si on est sur des événements obstructifs. Donc, comme corollaire, moi je dirais bravo aux cardiologues, mais bon, c'était prévisible. Il fallait bien que chez l'insuffisant cardiaque, aller explorer le sommeil et faire la part des choses entre ce qui est sas obstructif et sas central, parce que la prise en charge thérapeutique est absolument différente. Et on comprend que, donc juste cette dernière plaque de physiopathe, que quand on est face à une insuffisance cardiaque, la physiopathe change complètement. On est plus avec de l'insuffisance cardiaque, avec une congestion pulmonaire qui est à l'origine de l'hypoxie, de l'hyperventilation, de l'hypocapnie réflexe, du sas central qui lui-même est générateur d'événements d'éveil, de micro-éveil, de arousal qui vont, comme d'habitude, être dans l'augmentation de l'activation sympathique, le fluid shift qui lui refait la boucle avec l'apparition d'événements obstructif. Bon, je pense que j'ai été claire par rapport à l'hétérogénéité. Claire, j'espère. Mais pour résumer, une hétérogénéité énorme des événements respiratoires conduisant à
des complications cardiovasculaires. Sur ce papier qui date de 2025, un papier japonais, ils étaient clairs. Alors, commençant par le SAS obstructif qui est assez fortement lié à l'hypertension et à la maladie coronaire, et pas de passage, on va passer petit à petit vers le SAS central. Ça va être au cours des troubles du rythme, essentiellement, et l'insuffisance cardiaque. Alors, qu'allons-nous faire? Nous, devant notre écran, avec notre polygraphe ou polysomnographe, on se dit, allez, comment on va capter, comment on dit que ce patient-là, il a vraiment un risque cardiovasculaire énorme et un risque énorme pour développer des complications cardiovasculaires. Comment? Est-ce que je vais m'attarder sur mon flux, donc l'index d'apnée-hypopnée, tout simplement, ou je vais plutôt m'attarder sur les désaturations, ou est-ce que ayant une polysomnographie, je vais voir mon architecture du sommeil et on voit si c'est le stade d'événement, le stade de survenue de l'événement respiratoire qui est important dans la prévision, dans la prédiction des complications cardiovasculaires. Le fait qu'il soit en REM ou non REM. On va se dire, peut-être c'est la fréquence cardiaque. Ou peut-être, le plétismographe de pouls va nous donner des éléments qui vont nous orienter vers la sévérité ou la prédiction de la sévérité ou l'apparition de complications cardiovasculaires. Eh bien oui, écoutez, malheureusement pour notre index d'apnée-hypopnée, il n'est pas aussi pertinent et ça tout le monde, je pense que la plupart d'entre vous savent qu'il n'en est plus question de nous arrêter à l'index d'apnée-hypopnée. Il faut qu'on change nos habitudes. En effet, sur cette étude, cette cohorte canadienne Kanzerska qui a montré clairement sur cette cohorte qui est chaînée aux données médico-économiques du pays, ce qui est très très important, qu'en étude univariée, l'index d'apnée-hypopnée est associé au risque cardiovasculaire, mais quand on s'amuse à aller l'analyser à multivarier, en l'ajustant à l'âge, au genre, à l'IMC, à l'hypoxie, il ne sert absolument à rien. Bon, on va dire plus ou moins. Il ne faut pas être quand même, on va rejeter quand même tout l'index d'apnée-hypopnée dans sa totalité. Alors qu'allons-nous faire? Maintenant, on a besoin d'autres indicateurs. Alors, les fameux indicateurs actuels qui témoignent de l'hétérogénéité des événements respiratoires sont l'hypoxie intermittente, le delta heart rate, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque au cours de l'événement respiratoire, et le PWAD qui est, qu'on va voir tout à l'heure, on va essayer de les détailler, qui est recueilli à partir du plétismogramme de pouls, lampe de pouls, que vous voyez sur ce tracé. Donc sur notre tracé classique, on va pouvoir évaluer nos patients. Donc, la charge hypoxique est calculée comme étant l'air sous la courbe de désaturation. Elle est en pourcentage minutes par heure de sommeil et elle prend aussi bien compte du nombre de désaturations que de leur amplitude, et qu'il a été montré clairement sur cette cohorte des Pays de la Loire, magnifique cohorte, qu'en comparant les courbes, la survie sans événement était négativement associée à une augmentation de l'hypoxic burn, de la charge hypoxique. Donc, également, cette charge hypoxique était associée sur cette étude d'Ali Azarbazin, que la charge hypoxique était associée à la survenue, l'élément redoutable, la survenue de l'insuffisance cardiaque dans 2 cohortes indépendantes. En revanche, l'IH, pas du tout. Tout ça est bon. Le delta heart rate également est dans la course. Il définit la différence entre la fréquence cardiaque minimale et la fréquence maximale durant un événement respiratoire. Retenez cet aspect de courbe U. Alors, quand on est sur un delta heart rate modéré, là, on est bien. Quand on passe à droite ou à gauche, faible ou élevé, eh ben, le risque cardiovasculaire est beaucoup plus important. Cette étude a été corrélée à des biomarqueurs cardiovasculaires importants, le score calcique coronaire, le NT-proBNP, le score de risque de frein grave, ce qui est extrêmement important. Et
Donc le moindre risque, c'est comme on vient de dire, le delta heart race modéré, et tout ceci est corrélé à une mortalité, une morbidité cardiovasculaire importante. Voilà, mais on remonte notre index d'apnée-hypopnée pour juste le mettre en association avec ces marqueurs. Le fait de les associer, on a une meilleure visibilité par rapport au risque cardiovasculaire. Et surtout, ça a été clairement établi avec l'association entre le Delta Heart Race et l'hypoxic burden. Donc on a du boulot devant nous. S'ajoute à ça le PWAD, qui reflète la vasoconstriction périphérique transitoire, et sur des études multicentriques hyper connues, suisses, françaises, espagnoles, on a montré que les patients qui présentent un PWAD faible, c'est-à-dire une réaction faible, ils ont un indice plus élevé d'événements cardiovasculaires. Retenons cet élément. Et que ceux qui ont un index, un PWAD qui est élevé, eh ben, au contraire, moins d'événements cardiovasculaires. Alors, vous attendez à quoi? Quand on va aller sur le volet thérapeutique, qui allons-nous privilégier? Eh ben, on va privilégier le groupe SAS avec un PWAD élevé. Et là, la PPC aura un effet et pourrait améliorer les complications cardiovasculaires. Par contre, dans le groupe SAS avec un PWAD faible, rappelez-vous qu'ils ont plus de complications cardiovasculaires, de probabilité de complications cardiovasculaires, et ben notre PPC, on va dire, arrive un peu trop tard. Si j'ai pu passer ce message et que vous avez appris, je pense que j'aurais gagné ma journée et respecté le timing, dans le sens où on a du boulot devant nous, il y a vraiment des perspectives. Quand on aborde le sujet par le fait que ces apnées sont vraiment hétérogènes, hypoxémiantes, désaturantes, fragmentantes du sommeil, là, ça témoigne d'une complexité mais énorme de pouvoir gérer. On a besoin d'algorithmes, on a besoin de notre intelligence artificielle pour nous guider dans les choix thérapeutiques, parce qu'on doit tenir compte de nombreuses variables. On n'a pas parlé bien sûr du phénotypage des patients sur le plan clinique, etc. On a besoin de pouvoir stratifier le risque cardiovasculaire chez nos patients et ainsi proposer à une prise en charge ciblée, personnalisée, au-delà bien évidemment de l'IH. Et je vous remercie. Très très clair et pratique, et la parole est à la salle pour les questions. Oui. Merci pour cette clarification de la prise en charge des patients atteints de SRS et des risques cardiovasculaires. Mais j'ai une question pour ceux qui ont un PWAD élevé. Ils ont quand même des risques cardiovasculaires importants, si j'ai bien compris. Oui. Comment vous les traitez? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Les gens qui ont un PWAD élevé, tant mieux pour eux, c'est vrai qu'ils ont un SAS sévère, on va les traiter comme il se doit, on va les phénotyper cliniquement et mettre une PPC. C'est hyper légitime et bien au contraire, on a tout à gagner. L'importance, c'est qu'en donnant un traitement à un patient, il faut que derrière ça, il y ait un gain. Un gain, ça se chiffre. Vous vous rappelez des 3 grosses études qui ont anéanti la prise en charge, enfin la mise en place des PPC, l'étude RICADSA, SAVE, ISAC. C'est-à-dire quand on arrive au mauvais moment, on peut mettre notre PPC, mais bon, c'est fini. On a l'impact cardiovasculaire du SAS. Et nos vaisseaux, on ne va pas pouvoir les changer. Mais maintenant, PWAD élevé, quelque part, ça nous rassure. On se dit, on va agir, on va pouvoir prévenir. Et il a été prouvé qu'on arrive à prévenir, même s'ils n'aiment pas ça, on parle de prévention secondaire,
C'est-à-dire, ça reste quand même, il y a des études encore à faire, on a du chemin sur ça pour parler même de la prévention secondaire chez ces patients-là. Si j'ai bien répondu à votre question, PIWAT, on traite. Élevé, on traite. Et ils ont un risque cardiovasculaire élevé aussi. Bien sûr, on a un résultat. Le PIWAT faible, on traite, bon, mais les résultats... On traite de la même façon, dans les deux cas. On est obligé de traiter de toutes les manières. Vous savez, l'obligation de traiter n'est pas seulement en rapport avec les complications cardiovasculaires qu'a le patient. Il y a d'autres critères. Il peut être somnolent. Et ça, par contre, sur les différentes études qui ont un petit peu dénigré la PPC, les patients qui ont été inclus n'étaient pas somnolents. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous m'entendez? Ah, on est deux à parler. Merci. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Ces indices, on ne les a pas toujours sur tous les logiciels de polygraphe. Là, vous avez montré un nocturnal, mais moi, à ma connaissance, j'ai pas l'hypoxie burden, j'ai pas le PIWAT, j'ai pas tout ça en pratique. Donc, ça reste encore un domaine plutôt de recherche. Alors, non, il y a certains polygraphes qui sont maintenant dotés de l'hypoxic burden. Et vous savez, les Français sont pionniers dans ce sens. Il y a l'équipe de Boston, il y a l'équipe d'Angers. L'équipe d'Angers avec, je ne veux pas nommer les polygraphes, j'ai pas nommé. C'est bon, il y a des équipes qui vont travailler sur le polygraphe pour nous donner ces marqueurs pertinents des complications cardiovasculaires. Mais on ne les a pas avec tous. Ça va venir, hein, mais je pense que vous en avez, effectivement. Nous, pas encore. Moi, personnellement, je n'en ai pas, mais... Moi, je travaille avec le même logiciel que vous. Effectivement, ça me manque un peu. On a quand même, comme indicateur indirect, le temps passé sous la SPO2 à 90%. Mais c'est tout. Ça ne suffit pas. Ça a été montré. Aussi bien l'index d'apnée-hypopnée que le temps passé au-dessous de 90%, que l'index de désaturation. On va les garder. Le temps d'installer les autres marqueurs qui ont prouvé leur efficacité, qui ont prouvé qu'en tenant compte de ces marqueurs-là, dont on a parlé, mais essentiellement la charge hypoxique, on peut prétendre prévenir les maladies cardiovasculaires, du moins en primaire, ça c'est sûr, prévention primaire, mais également on aimerait bien être dans le secondaire. Je dis aimerait bien, en conditionnel, donc ça va venir. Donc la dernière plaque, c'était des perspectives. Il y a encore du boulot, il y a encore du chemin. C'est clair. Merci, professeur. C'est très intéressant. C'est très intéressant et vraiment c'est le truc du futur. Ouais. J'ai une petite question concernant le traitement de ces patients-là, des patients qui ont de l'apnée du sommeil. Il est, comme vous le savez, il est clairement établi actuellement que les gens qui ont une somnolence ont une diminution du risque cardiovasculaire lorsque l'index d'apnée-hypopnée, donc lorsqu'ils ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça a été établi. Par contre, pour les non-somnolents, je pense que c'est ce que vous venez de dire est très intéressant parce que c'est le truc du futur. On sait actuellement, je ne sais pas, ni l'équipe de Boston, ni l'équipe de Hypnolos de Suisse, de Lausanne, ni l'équipe française n'ont sorti de recommandations internationales. C'est des études fiables, mais sans recommandations internationales. Et je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez nous dire, il faut actuellement continuer à utiliser l'index d'apnée-hypopnée comme référence et actuellement sur les différents polygraphes, il y a plein aussi bien l'hypoxic burden que d'autres, donc il suffit de demander aux constructeurs de vous donner le nouveau logiciel, mais on ne peut pas les utiliser actuellement et ce n'est pas la recommandation et je pense qu'on doit continuer à traiter nos patients par la PPC tant qu'il n'y a pas de recommandations qui vont être en 2026. Ah, certainement. Ah, certainement. Nous, on bosse avec les recommandations. Hein.
Maintenant, on garde nos beaux vieux indicateurs, l'IH, qui a servi, qui continuera à servir jusqu'à l'apparition des nouvelles recommandations. Ça, c'est clair, bien sûr. Attention, on ne va pas laisser les patients dans la nature. C'est normal. Dernière question ici. Micro, s'il vous plaît. Non, c'était pour vous remercier et juste vous dire qu'actuellement, les recommandations françaises sont en train d'être revues, voilà. Et que ce que M. Turki signalait, c'est effectivement de définir la sévérité du SOS. Et c'est ça qui va être sans doute remis en question avec l'indice d'apnée, comme vous l'avez dit, et de savoir quels facteurs on intègre pour définir la sévérité. Voilà, c'est... Tout à fait. Quand on parle de l'hypoxic burden pour voir le seuil, personne n'est d'accord. Pays de la Loire, il te parle de 31. Merci, docteur Herby. Lausanne, pardon. Ah bah, je finis. Juste, merci beaucoup. Voilà, c'est sur les seuils.